Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai une petite présentation pour illustrer ce que je vais pouvoir vous raconter sur, effectivement, vous partager notre retour d'expérience du réemploi des matériaux de la construction, donc sur le chantier de réhabilitation de la Grande Halle qui est situé à Colombelles en Normandie, tout près de Caen. Pour démarrer, donc rapidement, je me présente, Valentin Blanlot. Ça fait depuis 2018 que je suis au WIP en qualité de coordinateur réemploi et économie circulaire. Donc, mon rôle, ça a été de participer à toute l'aventure réemploi qui anime l'association depuis sa création. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est essentiellement de faire de la sensibilisation, de la formation auprès des professionnels du bâtiment sur la thématique du réemploi. Mais c'est aussi d'accompagner des porteurs de projets. Donc, c'est ce que évoquait Cécilia avec la création du plateau circulaire, donc, qui est une entreprise dédiée au réemploi de matériaux et qui est en capacité de proposer aujourd'hui des solutions aux acteurs du bâtiment, que ce soit sur de la dépose, du reconditionnement de matériaux et de la vente. Voilà, donc comme je disais, le réemploi, il existe au WIP depuis 2016, depuis la création de l'association. Le WIP, c'est une association qui s'est créée au pied de la Grande Halle. La Grande Halle, c'est l'ancien atelier électrique de la Société métallurgique de Normandie, qui avait été créée en 1917, qui a fermé ses portes en 1993. Donc, on est dans un contexte de territoire en friche, de sol pollué, et au milieu d'une zone d'activité qui a pris la place de l'ancienne usine. Et donc, l'association Le WIP, elle a été créée pour préfigurer le tiers-lieu de la Grande Halle, c'est-à-dire de pouvoir faire en petit et à côté du bâtiment ce qui aujourd'hui existe en grand. En grand, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment qui fait à peu près 3000 m², avec une programmation très diverse, puisque nos activités, ça va de la restauration jusqu'à l'animation de parcours d'inclusion, en passant par de la prestation autour des tiers-lieux, en passant par le réemploi des matériaux, en passant par un Media Lab, en passant par l'accueil d'un musée numérique. Enfin, voilà, on fait beaucoup de choses au WIP, et le réemploi, c'est vrai que c'est là depuis le début. Alors, c'est là depuis le début parce que ça fait partie des valeurs de l'association. C'est une façon d'agir, c'est une façon de mener nos projets. Mais là, c'était aussi une façon de pouvoir sortir un bâtiment de 250 m², donc la cité de chantier, qui a été la cabane de chantier plus, parce que ça a permis d'accueillir les ouvriers pendant tout le chantier de réhabilitation, mais ça a permis aussi d'accueillir l'association, ses premiers résidents, ses premiers bénévoles, ses premiers partenaires. Et donc, ce bâtiment, en fait, on avait un mois pour le construire, on avait 100 000 euros. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait appel au réemploi, parce que ça nous permettait on avait du temps pour le faire, donc ça nous permettait de ne pas acheter des matériaux neufs, mais plutôt d'aller récupérer des matériaux sur des chantiers alentours. Donc, ça a été une expérience très enrichissante, déjà humaine, mais aussi ça nous a permis de nous rendre compte de ce que ça représentait le réemploi dans un projet de construction. Et ça nous a permis de répondre au lot réemploi pour la réhabilitation de la Grande Halle. Parce qu'effectivement, à partir de 2018, il y a un appel d'offres qui est sorti pour la réhabilitation de ce bâtiment. Et il y avait un lot réemploi, donc il y avait une volonté de la part de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est Normandie Aménagement, c'est-à-dire que c'est un bâtiment qui se situe au milieu de la zone d'activité et qui appartient à l'aménageur de la métropole de Caen. L'équipe de maîtrise d'œuvre était représentée par Encore Heureux, donc coopérative d'architectes, et le bureau d'études Albert et compagnie, notamment sur la partie économie de la construction et aussi sur le volet réemploi sur ce projet-là. Donc c'est
Donc, on est dans le cadre d'une réhabilitation, comme je disais, d'un ancien atelier électrique, un site industriel en friche, avec la volonté de créer un tiers-lieu circulaire et citoyen. Et aussi un élément de contexte qui est important et qui permet aussi de comprendre l'expérimentation réemploi, c'est que sur ce projet-là, il y avait de la permanence architecturale, c'était un principe de chantier ouvert, donc avec des visites régulières de chantier, avec des performances artistiques pendant le chantier et sur le chantier, avec une maîtrise d'usage. Donc le WIP, on était titulaire du lot réemploi, mais on était aussi maître d'usage. On avait une double casquette. Et aussi un autre élément de contexte important pour comprendre, c'est que sur ce chantier, au-delà de la réhabilitation et de la conservation du patrimoine industriel, il y avait l'objectif de faire de l'économie de matière, de travailler sur l'efficacité énergétique et la qualité environnementale du bâtiment, et notamment le réemploi. Moi, je vais vous parler que du réemploi aujourd'hui, mais voilà dans quel contexte ça s'inscrivait. Alors, pourquoi du réemploi à la Grande Halle? Il y a deux raisons principales. Donc, c'était pas pour faire des économies, c'était pas pour que la réhabilitation coûte moins cher parce qu'on allait récupérer des matériaux sur d'autres chantiers. C'était pas pour la conservation du patrimoine bâti en particulier ou des techniques architecturales en particulier. C'était vraiment par conviction et par engagement partagé entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Sur le fait que voilà, le déchet peut devenir une ressource, une matière réutilisable, que ces pratiques de recyclage, de réutilisation, de réemploi deviendront des incontournables de l'acte de construire. Aujourd'hui, c'est une pratique qui est considérée comme non courante, c'est une pratique qui est largement anecdotique, en tout cas sur ce type de projet. Et c'était aussi par engagement, c'est-à-dire qu'il y avait une volonté très forte d'innover et d'expérimenter. Et donc, l'objectif de ce projet-là, en soi, c'était de se mettre dans une situation avec un cadre juridique, un budget, un planning, des ressources, qui allaient nous permettre d'expérimenter et de démontrer que le réemploi, c'est possible et dans quelles conditions. On n'avait pas un objectif de résultat de dire il nous faut 90% de réemploi sur les sanitaires, il faut que tous les revêtements de sol soient issus du réemploi, etc., etc. Il y avait vraiment un objectif de moyens pour pouvoir se donner les moyens d'expérimenter le réemploi et de voir ce que ça représente en termes de possibilités, en termes de freins, en termes d'équilibre économique, en termes d'assurance, en termes de logistique. Donc ça, c'est important d'avoir bien en tête que l'expérience que je vous partage, c'était vraiment une expérimentation. Aujourd'hui, on le ferait différemment du fait de l'expérience qu'on a pu acquérir. Donc les objectifs, je pense que vous les avez compris, c'était d'expérimenter, c'était de sensibiliser les acteurs d'un chantier aux enjeux de l'économie circulaire. Les réflexions démarrent en 2014, l'association se crée en 2016, le chantier l'ouvre en 2018. La plupart des entreprises, quand elles ont vu réemploi dans le cahier des charges, elles n'ont pas forcément pris ça très, très au sérieux, puisque c'était aussi des variantes. Donc, il y avait, même s'il n'y avait pas de réemploi, le chantier aurait pu se serait déroulé normalement. Donc, il n'y avait pas non plus trop de pression sur cet aspect-là. Mais en tout cas, sur le terrain et de manière concrète, toutes les entreprises qui ont pu et qui ont dû poser des matériaux de réemploi étaient très satisfaites qu'il y ait une entreprise, un groupement d'entreprises qui s'occupe vraiment de toute cette partie de réemploi et qu'elle soit dans la responsabilité ne repose pas uniquement sur leurs épaules, mais que ça puisse être un travail de coopération autour de ces sujets d'innovation. Donc l'objectif, voilà, c'était d'expérimenter, c'était de sensibiliser et c'était de rendre possible par l'exemple. Donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, je vous partage cette expérience, mais c'est aussi pour ça qu'on organise des visites régulières, pour tout simplement montrer que c'est possible et pouvoir raconter cette histoire. Alors là, je vous ai mis un petit schéma, donc bien sûr, vous aurez la présentation, je vous partagerai le support de ma présentation. Là, c'est pour formaliser un petit peu comment ça s'est construit. Donc, sur ce schéma, vous avez le maître d'ouvrage donc qui a défini les objectifs. Là, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire vraiment de se dire
voilà, je me donne les moyens d'innover, d'explorer un sujet que je ne connais pas, mais je sens que c'est quelque chose qui est important et qui est un vrai levier pour diminuer l'impact carbone de mon acte de construire. Donc voilà, le maître d'ouvrage a défini ses objectifs, qui étaient essentiellement des objectifs de moyens. Ils ont travaillé cette thématique et du réemploi et la construction du marché avec Albert et compagnie en tant qu'AMO réemploi, donc vraiment pour définir le cahier des charges du lot réemploi, pour analyser les offres. On est dans quelque chose d'assez classique finalement aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve sur d'autres projets. Suivi, coordination du chantier, dossier d'assurance, c'est un point sur lequel je reviendrai. Une équipe de maîtrise d'œuvre, donc là représentée par les architectes de la coopérative Encore Heureux, donc avec la capacité à adapter le projet aussi en fonction des matériaux trouvés, et aussi garant pour la validation des matériaux, des modes constructifs. Un acteur très important aussi dans l'équipe, c'est le bureau de contrôle et c'est l'assureur, c'est-à-dire que le bureau de contrôle, il va donner son avis sur les matériaux de réemploi qui vont être proposés. Donc, il faut qu'il ait été recruté aussi avec cette mission-là. Ça, c'est un point important. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit découvrir. C'est quelque chose qu'il doit savoir pour pouvoir postuler à ce marché. Et bien évidemment, l'assureur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et du côté du marché de travaux, là, ce qui a été décidé pour bien organiser les choses et pour se donner les moyens d'expérimenter le réemploi, c'était de confier finalement tous les travaux de réemploi à un groupement d'entreprises. Donc là, c'était en l'occurrence le WIP et Stéphanie Pally, plus des sous-traitants qui nous ont accompagnés sur la logistique et le reconditionnement des matériaux. Donc, un lot réemploi qui avait pour mission d'aller trouver des matériaux, les proposer, et une fois qu'ils étaient acceptés par l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, le bureau de contrôle, l'assureur et les entreprises poseuses, à ce moment-là, le lot réemploi avait pour mission d'aller récupérer les matériaux, les sécuriser, les stocker, les reconditionner et les fournir à pied d'œuvre. On avait également un travail de documentation, notamment pour les questions d'assurance, c'est-à-dire pour remplacer l'absence de fiches produits sur les matériaux prêts au réemploi. Et dans le marché de travaux, donc ce lot réemploi et toutes les entreprises, on était dans un contexte de marché à l'outil, donc chaque corps d'État concerné par le réemploi, donc chaque entreprise poseuse avait un principe de variante obligatoire, c'est-à-dire qu'elle avait un marché complet en fourniture et pose en neuf, et en fonction de ce qui était choisi, les matériaux qui étaient sélectionnés en réemploi, elle pouvait avoir à activer la variante qui était, elle, décrite et chiffrée en pose uniquement et en prix unitaire. Par exemple, le lot plomberie, il a remis une offre avec 100 radiateurs fournis posés en neuf et il a indiqué un prix de pose de radiateurs en réemploi pour la variante obligatoire. Voilà, et donc le réemploi, nous, on s'est surtout fourni sur des chantiers de démolition alentour. On n'a pas fait appel à des plateformes numériques de matériaux ni aux petites annonces. Là, l'idée, c'était vraiment d'aller d'expérimenter la mise en relation entre des chantiers de démolition et des chantiers de construction. Et c'est pour ça notamment que vous le verrez, il y a eu des moyens logistiques assez conséquents qui ont été mis en place pour cette expérience et qui ont finalement débouché sur la création d'une nouvelle entreprise, d'une plateforme dédiée au réemploi, donc le plateau circulaire. Puisque vous imaginez bien qu'on ne peut pas, de manière individuelle, sur chaque chantier, déployer des moyens logistiques aussi importants. Ça pèse trop dans le budget du réemploi. Et c'est typiquement un levier sur le territoire qui peut permettre à différents chantiers de faire du réemploi. Le marché, j'en ai parlé un petit peu. Donc, pour y revenir rapidement, donc un lot réemploi, vraiment dédié à une entreprise, un groupement d'entreprises qui identifie, qui va chercher les matériaux, qui les fait valider, qui les reconditionne, qui les fournit. Un objectif de moyens, je disais, donc une méthodologie à mettre en place, des moyens logistiques, des solutions sur l'assurance. Pas d'objectif de résultat en termes de quantité de matériaux issus du réemploi.
il y avait une indication de 20%, mais qui permettait finalement aux entreprises de chiffrer leur variante obligatoire. Donc, pour les entreprises poseuses, sur les lots concernés, donc le réemploi, il n'est pas indispensable à la réalisation de l'ouvrage. On est bien sur une variante. Par contre, elles doivent accepter la pose des matériaux qui sont fournis par le lot réemploi. C'est des variantes qui sont activées en fonction des opportunités, donc en cours de chantier aussi. Il faut avoir cette flexibilité-là dans le cas de la mise en place d'un tel fonctionnement. Et donc, les entreprises devaient aussi avoir une description technique avec notamment ces questions d'assurance, de planning, de prix par rapport à la pose de matériaux de réemploi. Et ça faisait partie de leur note technique, à hauteur de 10%. Voilà. Donc, l'équipe qu'on a constituée pour assurer cette mission de l'O1, donc c'est une co-traitance entre l'association Le WIP et Stéphanie Pally, donc maître d'œuvre indépendante, avec qui on travaille sur le réemploi depuis le début. En fait, Stéphanie Pally était résidente dans la cité de chantier en tant que coworkeuse. Donc au début, elle est venue pour louer un bureau comme d'autres coworkers au WIP. Et puis, c'est toute la force du tiers-lieu aussi, d'avoir des espaces de rencontre. Et ça a permis de pouvoir répondre ensemble, sachant que le WIP, nous, on avait juste cette expérience de la cité de chantier. Par contre, Stéphanie avait une vraie expérience de terrain, plutôt auprès des particuliers. Mais voilà, en tant que maître d'œuvre indépendante du bâtiment, on avait cette expertise-là aussi. Et on est allé chercher des compétences complémentaires, donc notamment en créant un lien avec l'école d'ingénieurs des travaux publics de la ville de Caen, qui nous a notamment aidé à tester certains matériaux. On a réemployé des dalles isolantes et l'assureur, les bureaux de contrôle avaient besoin de valeurs, notamment de taux d'hygrométrie, de compression, enfin de réaction à la compression de ces dalles. Donc, ils ont un labo, donc on a travaillé avec eux sur ces questions-là. On a travaillé avec une entreprise à but d'emploi, donc c'est particulier à notre territoire, parce qu'on est sur un territoire d'expérimentation zéro chômeur. Donc, il y a une entreprise qui venait de se créer, qui s'appelle Atypique, qui proposait ces services, et notamment des services liés à la logistique, au transport, mais aussi au petit reconditionnement, au nettoyage. Je pense par exemple aux pannes en bois où on a dû enlever les clous. Je pense à l'aménagement de la zone réemploi logistique. Je pense au nettoyage des sanitaires, au transport des radiateurs. Voilà, toutes ces tâches qui sont nécessaires pour pouvoir faire du réemploi, qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, on a travaillé avec Atypique. On a travaillé aussi avec 2 artisans, art itinérant qui est sur du bois et Jean Breuil qui est sur la métallerie. Là, c'est un peu particulier, ça sort un petit peu du réemploi pur, mais on avait une mission en fait d'aménagement du bar, restaurant, en réemploi, puisqu'il y avait une intention que si vous avez la chance de venir visiter le bâtiment, vous verrez, il y a des endroits où le réemploi il se voit, où c'est vraiment un parti pris l'art architectural et le design, donc pour signifier qu'il y a du réemploi dans ce bâtiment. Et il y a plein d'autres endroits où le réemploi il se voit pas. Donc on s'est amusé à mettre des petits macarons pour signaler aussi qu'il y a que les radiateurs qu'on voit, qu'on a l'impression qu'ils sont neufs, en fait, non, ils ne sont pas neufs, ils sont issus du réemploi. Et on a aussi travaillé avec un bureau d'études qui s'appelle Géon, et eux, ils nous ont surtout aidés sur le retour d'expérience, mais particulièrement sur la mesure des bénéfices environnementaux, ce qui leur a permis de mettre en place un outil de calcul basé sur l'analyse en cycle de vie pour mesurer l'impact en fait, de nos actions et de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer de ce point de vue-là. Voilà, la méthode, j'en ai rapidement parlé, mais ce qu'il faut avoir en tête sur le LO1, c'est qu'en fait, on avait un peu deux étapes. La première étape, c'était d'identifier des matériaux sur des chantiers alentours. On devait travailler dans un périmètre de 30 km. Donc, nous, l'idée, c'était de faire le tour de l'agglomération, de prendre contact avec les principaux maîtres d'ouvrage de l'agglomération. Donc, en premier lieu, le maître d'ouvrage de la Grande Halle, qui avait d'autres chantiers en parallèle. Et sur ces autres chantiers, il avait des chantiers de démolition et donc des gisements mobilisables, mais également les bailleurs sociaux,
le département, quelques promoteurs privés. Mais ça a été essentiellement des maîtres d'ouvrage publics qui nous ont donné les matériaux. Donc, la première partie de notre mission, c'est ça, c'était d'identifier des matériaux, de les proposer, de demander l'avis des entreprises poseuses, parfois de les faire venir sur le chantier aussi pour qu'elles puissent voir les matériaux, les toucher, donner leur avis, nous donner des conseils sur la dépose pour bien préserver la qualité des matériaux. Ça a été aussi de constituer tout un dossier technique matériau par matériau. C'est un peu la fiche d'identité des matériaux, de quel bâtiment il provient, quel est son état, de quand date sa première mise en service, comment il va être déposé, comment il va être reconditionné, où est-ce qu'il va être stocké, quels sont les acteurs aussi qui vont le manipuler. Toutes ces informations-là, on les a rassemblées dans un dossier technique, la fiche d'identité, et c'est vraiment le document qui a permis au bureau de contrôle de donner son avis et à l'assureur de valider ou non la mise en place du réemploi. Et seulement à partir de ce moment-là, on pouvait entamer les travaux de dépose, de reconditionnement et de fourniture aux entreprises poseuses. Et ça, c'est une carte qui représente, donc en vert, vous avez la Grande Halle, donc l'agglomération de Caen est ici, on voit le périphérique, et nous, on est sur la ville de Colombelles, une ancienne ville industrielle. Et donc, l'usine était sur toute cette partie-là. C'est une partie importante du territoire. Aujourd'hui, c'est une zone d'activité qui est découpée en deux. Le WIP est au milieu, en fait, sur une zone qui est encore en friche. Les points rouges, ce sont les chantiers qui ont fourni des matériaux, donc des chantiers de démolition sur lesquels on a identifié des matériaux intéressants qui ont été retenus et qu'on a pu déposer et remettre en circulation. Donc, vous voyez, on avait un périmètre de 30 km, mais finalement, on a travaillé dans une zone de 3 km. On était dans un contexte où il y avait beaucoup de démolitions qui étaient proches et des grosses démolitions. Donc, on avait un gisement mobilisable intéressant. Et ça, on s'en était rendu compte en 2016 quand on a construit la cité de chantier. Donc, on avait déjà des premières pistes. Et en jaune, vous voyez, on a nos partenaires qui ont participé à la valorisation des matériaux, c'est-à-dire à la remise en état, au reconditionnement. Je pense par exemple, le plus loin est à 15 km, mais sinon, ils sont vraiment très proches du chantier. Donc là, c'est par exemple sur tout le travail qu'on a fait sur les radiateurs, c'est un matériau qui a nécessité beaucoup de travaux de reconditionnement, mais ça vaut le coup parce que quand on regarde l'impact carbone, même en faisant du sablage, en faisant du désembouage, en refaisant toute la peinture et les vernis, on arrive à réduire de plus de 95% les impacts carbone. Donc, même si c'est beaucoup de travail, en fait, ça reste intéressant d'un point de vue carbone, d'un point de vue de la qualité des matériaux, d'un point de vue de leur durée d'usage. Voilà, des entreprises de donc, menuiserie, plomberie et atypiques dont je parlais qui nous ont aidés sur quasiment l'ensemble des tâches. Donc ça aussi, c'est intéressant dans le sens où là, on voit qu'on est dans une économie circulaire, on est dans une économie qui est hyper locale. Et effectivement, là, c'est un périmètre de 3 km parce qu'on est dans un contexte qui est urbain. Donc, on a plus de chances d'avoir des plannings d'opérations qui ont une correspondance dans le temps et dans l'espace. Un petit focus sur les matériaux qu'on a valorisés. Donc, on a quasiment tous nos radiateurs qui sont issus du réemploi, qu'ils soient en fonte ou en acier. On a aussi fait du réemploi sur des portes en bois massif, des portes qui équipent notamment tous nos sanitaires. On a réussi à intégrer 2 portes coupe-feu. Bon, je ne suis pas sûr qu'on le referait. En tout cas, pas pour si peu. C'est-à-dire que pour un gisement plus conséquent, si c'est équipé une quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine de portes coupe-feu, je pense que ça vaut le coup. Pour 2 portes, là, c'est parce que c'était une expérimentation. Mais c'est assez contraignant. En revanche, la partie sanitaire, c'était vraiment très, très simple, même
en reconditionnement. En reconditionnement, c'est du nettoyage et c'est changement de tous les mécanismes qui sont soumis à des mouvements. Alors ça, c'est de manière générale, c'est-à-dire par exemple sur des portes, on a changé les clenches, on a changé enfin les poignées, on a changé les gonds. Sur les sanitaires, vous imaginez bien qu'on change les abattants, qu'on change la chasse d'eau. Voilà, ça c'est le résultat des discussions aussi avec les bureaux de contrôle et les assureurs. Allô? Pardon. Oui. Benjamin, Société Claire. Oui. Je vous appelle concernant les garde-corps pour Artémis. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Je pense que c'est bon. Ah, ok, super. Donc, les équipements sanitaires, donc distributeurs, essuie-mains, etc. Bon, ça, c'est par retour d'expérience sur ce point-là, c'est un détail, hein, mais faut vérifier aussi que les références existent toujours, notamment, je pense, aux recharges pour les distributeurs à savon, des choses comme ça. On a aussi réemployé, enfin là, réutilisé, parce qu'on a plutôt détourné des dalles de laine de roche, des dalles de faux plafond. On voit sur l'image en bas à droite des dalles de faux plafond qui ont été réutilisées en isolant complémentaire. Et pour ces matériaux-là, on a eu besoin de faire appel au service d'un labo qui nous a mesuré les valeurs dont le bureau de contrôle avait besoin pour donner son avis. On a réemployé 50 pannes et chevrons, c'est la photo qu'on voit à gauche, c'était issu de la démolition de maisons individuelles des années 70, donc du bois qui était en très bon état, qui était sec, contrairement à celui qu'on achète en neuf. Donc, il nous a servi aussi à faire des garde-corps d'une coursive. Et on a aussi, alors là, on n'est pas sur du réemploi, on est sur du déstockage, de carrelage et faïence. Et d'ailleurs, ça a été directement proposé par l'entreprise poseuse titulaire du lot carrelage, qui a très bien saisi l'occasion de vider son atelier de tous les stocks et de tous les surplus de chantier qu'elle a accumulés depuis des années. Donc, elle avait des lots qui correspondaient, on était sur un minimum du 8 mètres carrés, parce qu'on avait des sanitaires. L'idée, c'était, on était ouvert au patchwork, mais au moins d'avoir une unité par espace sanitaire notamment. Et des boutons de porte, mais pareil, c'est assez anecdotique. Donc, vous voyez, on n'a pas énormément de matériaux. En revanche, on a pu expérimenter sur la plomberie, sur la menuiserie, toujours sur la plomberie avec le sanitaire, sur j'allais dire les entreprises de plaquistes qu'on fait l'isolant, sur la charpente et aussi sur le carrelage et faïence. Malheureusement, ça faisait partie de l'objectif de l'expérimentation, c'était pouvoir expérimenter du réemploi sur du clos et couvert. On a pu l'expérimenter d'un point de vue théorique, c'est-à-dire qu'on avait identifié un gisement de menuiserie alu double vitrage qui avait 15 ans. En fait, qui était sur un bâtiment qui devait être démoli parce qu'il y avait un problème structurel. Sauf que les menuiseries, elles étaient en parfait état. L'entreprise poseuse du chantier de la Grande Halle avait donné son avis en disant que des fenêtres comme ça, il en avait posé des milliers. Donc, il connaissait très bien la référence et qu'en plus de ça, il était en capacité de nous décrire précisément comment la déposer pour ne pas l'abîmer, quelle pièce changer. Mais c'était un gisement tellement intéressant qu'on se l'est fait voler, en fait. Donc, ça nous a appris aussi à pouvoir compter sur les matériaux qu'à partir du moment où ils étaient sécurisés, ils étaient stockés dans notre entrepôt. Donc ça, c'est un point aussi qui est important à retenir. Enfin, en tout cas, c'est un enseignement qu'on a bien en tête. Donc, on a une fenêtre, on a réussi à en sauver une. Donc, si vous venez dans la Grande Halle, vous verrez qu'il y a une fenêtre qui est en réemploi. Donc, nous, où on était assez fiers et on était satisfaits finalement, c'est que toutes ces étapes de validation auprès du bureau de contrôle, entreprise, bureau de contrôle et assurance, elles ont été passées avec succès. Donc, ça démontre qu'on peut aussi faire du réemploi sur du clos et couvert, qu'effectivement, nombreux de gisements de fenêtres ne sont pas forcément éligibles,
pour des questions de performance énergétique, mais nous, là, ça tombait bien, c'est-à-dire que c'était pour équiper la partie qui est non chauffée du bâtiment et donc qui n'a pas besoin d'avoir une performance thermique importante, en tout cas avec des fenêtres double vitrage de 15 ans, ça suffisait largement. En fait, on venait remplacer là du polycarbonate, donc on avait aussi un gain qualitatif pour voilà. Dans les moyens qu'on a mis en place, on a aussi construit un atelier donc en conteneur qu'on a positionné dans le périmètre du chantier. Et donc dans le plan d'installation du chantier, figure l'atelier de réemploi. Pour nous, l'idée, c'était vraiment voilà, de sécuriser, de pouvoir montrer les matériaux aux entreprises et de pouvoir gérer aussi le reconditionnement, le nettoyage. Et l'idée, c'est que puisqu'on était aussi, on avait en tête qu'on allait exploiter le bâtiment et on s'est aussi dit que, et c'est pour ça qu'on a investi dans du conteneur, c'est que cet espace de stockage, il nous sert toujours, non pas pour stocker des matériaux de réemploi, puisque c'est la plateforme, le plateau circulaire qui a repris le relais, mais là, c'est surtout pour nous stocker du matériel pour notre programmation culturelle événementielle, du matériel régie. Et on est en train de réorganiser une partie pour pouvoir expérimenter une recyclerie artistique et culturelle. Donc là, d'avoir une petite matériothèque pour les collectifs d'artistes, d'artisans, de créateurs qui viennent en résidence au WIP. Donc là, on réemploie des conteneurs de réemploi qui étaient déjà réemployés parce que c'est des conteneurs de fin de voyage du port du Havre. Alors, sans transition, l'assurance, puisque c'était un des points qu'on m'a demandé d'aborder en particulier aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a réussi à intégrer des matériaux de réemploi. On a réussi dans un bâtiment qui reçoit du public, sur des marchés publics. Donc, on a réussi parce que, comme je vous disais, on avait un bureau de contrôle qui était ouvert à la discussion, qui avait une mission complémentaire sur le réemploi, qui avait envie de creuser cette question-là. On avait un maître d'ouvrage aussi qui a pris les risques, qui a supporté aussi le risque, notamment de surprime, qui se traduit par des surprimes au niveau de l'assurance. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est des questions que tout le monde se pose, l'assurance. Donc, comment pallier à la perte de garantie produit du fabricant, parce qu'on n'a pas de fabricant, on n'a pas de fiche technique. Et on a un lot qui fournit, mais finalement, d'un point de vue assurantiel, il ne fournit pas. Il assure des prestations de services qui permettent d'intégrer des matériaux. Donc, en cas de sinistre, qui porte la responsabilité? Comment on obtient des assureurs qui couvrent la mise en œuvre de ces matériaux, tant en dommage ouvrage qu'en décennal? C'est un peu les 3 questions, en tout cas, que j'ai résumées comme ça. Alors, si on regarde la dommage ouvrage, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de surprime sur la dommage ouvrage, notamment du fait qu'elle soit directement liée à l'obtention de la garantie décennale. Donc, par contre, les surprimes ont plutôt été appliquées sur la garantie décennale, on le verra. Donc ça n'a pas posé de problème particulier. Alors, sur la décennale, effectivement, il faut distinguer, donc c'est obligatoire pour tous les acteurs. Là, je pense que je ne vous apprends rien du tout. Donc, pour l'obtenir, il y a 2 garanties, la garantie produit, la garantie de pose. Alors, sur la garantie produit, c'est ce que je disais, nous, en tant que l'O1 réemploi, en charge d'aller trouver les matériaux, les proposer, les faire accepter, les reconditionner, les fournir. Nous, on n'était pas du tout en capacité de proposer une garantie produit. Donc, ça a engendré une surprime d'assurance. Et là, elle a été systématiquement prise en charge par l'aménageur, par le maître d'ouvrage, donc Normandie Aménagement. Pour lui, ça ne représentait rien par rapport à son volume d'assurance sur tous ces chantiers. Et par exemple, je pense à l'entreprise de plomberie qui a installé quasiment la totalité des radiateurs sont issus du réemploi, donc il en a installé quand même beaucoup. Son assurance a dit qu'il ne prenait pas cette responsabilité en charge, donc là, c'était une surprime prise en charge par la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est aussi… mais voilà, c'était un moyen pour eux, ils avaient conscience de ce frein,
assurantiel et du frein notamment logistique. Et donc, c'est dans ce cadre de l'expérimentation que la maîtrise d'ouvrage a dit « Ok, on a conscience que c'est un frein qu'il va falloir travailler, mais là, pour avancer, on prend en charge la surprime. » Donc, on prend aussi le risque d'innover et d'expérimenter. Aujourd'hui, on a certaines plateformes, et ça fait partie de leur solution et de leur proposition de valeur. C'est que des plateformes de réemploi, je pense à Mobus à Paris, à CycleUp et au plateau circulaire à Caen, sont en capacité aujourd'hui de proposer des garanties produits. Sachant qu'on est essentiellement sur de l'équipement ou des matériaux de seconde œuvre, donc on a une garantie de 2 ans. Et c'est des plateformes qui, dans la mesure où elles développent un processus industriel de reconditionnement, elles sont en capacité de faire valider ces processus techniques par des organismes indépendants et donc de proposer une garantie produit sur les produits qu'elles remettent sur le marché. Donc, la garantie de pose, a priori, enfin voilà, nous, ça n'a pas changé, c'est ce que je disais par rapport aux plombiers, où ils sont désengagés de ça, mais ça a été pris en charge par la maîtrise d'ouvrage. Alors, donc, comment obtenir une décennale sur des produits de réemploi? Donc, les questions qui nous ont été posées, c'est comment on a évalué le caractère réemployable. Donc, c'est là qu'on avait une mission de diagnostiqueur, finalement. Et c'est toutes ces informations qu'on retrouve dans le dossier technique. Donc, c'est un dossier technique dont la trame a été définie avec l'assureur, qui procède à cette évaluation. En cas de sinistre, comment on le remplace? Donc là, l'idée, ça a été aussi de dire qu'on faisait un surstock. Si, par exemple, on avait besoin de 20 radiateurs, on allait en récupérer et valoriser 25 au cas où il y avait besoin d'en remplacer dans les 2 premières années. Comment évaluer le risque sans registre de sinistre? Enfin, voilà. Donc, là, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, il n'y a pas de réponse clé, il n'y a pas de solution sur étagère. Chaque cas, il est spécifique. Les scénarios de réemploi, on les a étudiés matériau par matériau, gisement par gisement, domaine d'emploi par domaine d'emploi. Et finalement, il y a trois bonnes pratiques qui ressortent, enfin, en tout cas sur lesquelles on peut aujourd'hui nous communiquer. C'est le fait de retracer l'historique du produit de réemploi. Donc, finalement, on va demander une transparence au matériau de réemploi qu'on ne demande pas du tout au neuf. Mais ça, ce n'est pas grave. Il faut montrer patte blanche si on veut faire du réemploi. Donc, toutes les informations dont vous disposez sur les produits, elles sont bonnes à prendre. Ce qui est important, voilà, c'est de pouvoir qualifier de quel bâtiment il provient. C'est un bâtiment qui était sinistré, qui était en bon état. Voilà, si on retrouve la date de fabrication ou de première mise en œuvre. Donc là, il faut explorer les DOE. C'est une partie de plaisir. La façon dont ils vont être déposés. Il faut démontrer que ce processus-là, il est maîtrisé et il a un objectif de garantir l'intégrité et la qualité, la performance des matériaux. Comment il est conditionné, comment il est stocké. Aussi en faisant référence aux différents acteurs, à la chaîne d'acteurs qui vont intervenir sur ces matériaux. Idéalement, de pouvoir faire valider le caractère réemployable d'un produit par un tiers. Donc, à minima par le diagnostiqueur. Alors, en théorie, il y a le rôle d'attesteur qui peut être mis en place, mais nous, on n'a pas vraiment réussi à le mettre en place et les assureurs n'avaient pas non plus à mettre en place ça. Et sinon, aujourd'hui, comme je vous disais, aussi des plateformes qui fournissent les matériaux qui sont en capacité de faire valider leur process et donc de faire valider le caractère réemployable par un tiers. Et la dernière bonne pratique, c'est ce fameux dossier technique par produit réemployé. Où là, l'idée, voilà, c'est de consigner l'ensemble des informations qui permettent de démontrer que le produit il est conforme à son DTU, il est aux normes, aux réglementations, qui dispose de toutes les caractéristiques techniques requises pour répondre aux contraintes. Qu'il a aussi, ça c'est important, mais c'est qu'il a une durabilité, une performance résiduelle, une durée d'usage qui va être compatible avec la durée des responsabilités et de l'assurance. Bon, là, on était sur du radiateur en fonte, des portes en bois massif, des pannes,
les dalles isolantes, on n'avait pas de problème sur les performances résiduelles ou sur les durées d'usage, mais c'est un point qui est aussi important pour aussi le calcul des bénéfices environnementaux. Je peux vous montrer un exemple de dossier qu'on a constitué pour, par exemple, le réemploi des radiateurs. Donc, ça date un petit peu. Aujourd'hui, on le ferait différemment, on le ferait un petit peu mieux. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier ici. C'est juste de la rigueur et de bien consigner toutes les informations. Donc là, on rappelle les objectifs du projet, le contexte, le qui fait quoi. Et ensuite, on présente les différents gisements. Donc, vous voyez des photos, de pouvoir qualifier le bâtiment, à qui il appartient, quelle opération de dépose, de transport on met en place, le planning. Pareil sur un deuxième gisement. Donc là, on avait 2 gisements pour les radiateurs. Là, on a toute la nomenclature des radiateurs qui sont attendus avec les dimensions, les puissances, les espaces disponibles, les localisations, les quantités, etc. Et donc, on doit faire une correspondance entre les besoins et nous, ce qu'on propose. Donc là, il y a un travail technique aussi qui est important. Donc ça, ensuite, c'est notre tableau de proposition en lien avec l'entreprise poseuse. Donc là, le lot réemploi et l'entreprise poseuse ont besoin de se parler pour définir, pour valider que les matériaux correspondent bien aux besoins et aussi pour bien définir les limites de prestation. Par exemple, nous, sur les radiateurs, on les fournissait livrés à pied d'œuvre, mais on ne fournissait pas les raccords, par exemple, et les bouchons. On ne fournissait pas les robinets thermostatiques. Et ça, on s'est mis d'accord en échangeant avec l'entreprise. Donc là, voilà, on voit les hauteurs, les puissances, le nombre de colonnes, etc. etc. Ça, c'est tout un travail d'analyse technique. Et ensuite, on présente donc des photos, voilà, des photos des radiateurs en place. Une fiche qui décrit techniquement le radiateur. Quelles sont les étapes de valorisation? Donc, avec un tri, un conditionnement par taille, bien une plaque qui sépare, parce que si on empile les radiateurs sans plaque, on risque de les casser en les récupérant. Enfin, voilà, tout un descriptif du reconditionnement, qui va le faire. Et voilà, là, c'est la limite de prestation. Voilà le lot infourni. Donc là, on fournit ici kit de bouchonnage, purge, pied et console. En revanche, on ne fournissait pas les robinets thermostatiques. Une image d'un radiateur qui est valorisé, après traitement, prêt à être livré. Voilà, et là, c'est sur les aciers. On a la même chose sur les aciers. Voilà, sur le côté assurantiel, donc ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de solution sur étagère. Il faut dialoguer avec, en amont avec son bureau de contrôle, il faut en discuter avec son assureur. Il y a des solutions qui sont à traiter au cas par cas. Et les bonnes pratiques, c'est ça, c'est vraiment sur l'historique du produit, la validation du caractère réemployable, donc les performances techniques, et ce dossier technique qui reprend toutes les informations et qui permet aux acteurs de vérifier que c'est conforme et que ça répond aux normes et aux objectifs qu'on s'est fixés. Je vous parlais tout à l'heure d'un bureau d'études avec qui on a travaillé en aval du projet, le bureau d'études GEON, donc qui est spécialisé dans la construction durable, et qui a utilisé le chantier de la Grande Halle comme un cas d'étude pour mettre en place une méthode d'analyse de mesure des bénéfices environnementaux en faisant appel à l'analyse de cycle de vie. Donc là, c'est les résultats de leur analyse sur le chantier de la Grande Halle sur 4 indicateurs, sur 5 indicateurs de l'analyse en cycle de vie. Il y en a beaucoup plus. Ceux qui ont été retenus, c'est le réchauffement climatique, donc là en kilos CO2 équivalent. Donc là, il faut comprendre qu'on économise 25 tonnes de CO2. Là, sur l'indicateur d'épuisement des ressources, c'est pareil, il y a un bénéfice sur 3 indicateurs d'épuisement des ressources. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gain principal du réemploi, c'est
c'est pas forcément d'éviter de la production de déchets, mais c'est surtout d'éviter de consommer de produire des nouveaux produits neufs, donc de consommer des ressources épuisables. Sur la consommation d'énergie aussi, on a fait des gains. On consomme de l'énergie parce que le reconditionnement, le transport, le reconditionnement, le stockage, ça consomme de l'énergie. On ne peut pas considérer que le réemploi a un impact carbone nul. C'est ce qui est prévu dans la RE 2020, mais objectivement, c'est faux. Tant mieux, hein, parce que ça va nous permettre d'avoir un levier pour faire du réemploi. Mais il faut avoir conscience aussi que ça a un impact et c'est important aussi de... Là, on l'a fait en aval, mais ça peut être important de le faire en phase de conception pour faire des choix sur les matériaux en réemploi. Des économies en eau douce et une économie de 18 tonnes de déchets non produits. En haut à droite, vous avez une répartition de ces bénéfices. Donc, on voit que la majorité des bénéfices, ils sont portés par les radiateurs. On est sur des éléments métalliques. La production de radiateurs, elle est très gourmande en énergie et en matières premières. Donc c'est assez facile de réduire l'impact. Et sinon, on a une répartition assez équivalente entre le carrelage aussi, qui demande beaucoup d'énergie à la production, les fenêtres là, qui sont complexes, alu, verre, les dalles isolantes en laine de roche, les vasques et les sanitaires. On voit que sur les portes en bois, on a un impact qui est moindre, notamment parce que le bois est déjà très performant en neuf, du fait qu'il stocke du carbone. Donc, c'est pour ça qu'on a un impact qui est moindre. Et c'est typiquement sur ce genre de matériaux où il faut faire très attention. Nous, cette analyse-là nous montre que si on avait réemployé du bois qui provient d'un site à 200 km, on aurait été moins bon qu'une production locale de bois en neuf. Voilà, et on a aussi comptabilisé nos heures. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant d'heures de prestations intellectuelles que de prestations manuelles. Donc on a passé à peu près 1500 heures de coordination et quasiment l'équivalent en valorisation. Donc la valorisation, c'est le fait d'aller chercher les matériaux, les reconditionner, les fournir. Donc sur 18 mois de chantier, voilà, c'est presque 2 emplois à temps plein. C'est assez important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce chantier-là, il a permis moi de créer un poste au sein de l'association. Stéphanie Pally, c'est devenu son activité principale. Là, ça aboutit sur la création d'une plateforme qui emploie 2 personnes. Chez Atypique, on a pu faire travailler 2 personnes aussi. Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des retombées aussi au-delà du chantier. Il faut me couper, hein, parce qu'il est déjà 13h55. Juste d'un point de vue économique, donc ce qu'on peut dire, c'est que voilà, Réemploi a été valorisé à 150 000 €, grosso modo, sur un budget de 7,5 millions. Mais vous voyez, dans ce budget de 150 000 €, on a 50 000 € déjà de création d'ateliers de valorisation et stockage. Donc là, c'est typiquement un poste sur lequel on peut faire des économies, puisque là, on a mis en place des moyens vraiment spécifiques au chantier, parce que expérimentation. Mais demain, on pourra travailler avec des plateformes, on pourra travailler avec des acteurs qui ont ces capacités-là. On avait 12 000 € aussi sur la création du bar. Donc finalement, on était plutôt autour des 90 000 € pour vraiment les matériaux de réemploi que je vous ai montré. Et voilà. Et en termes de main-d'œuvre aussi, on avait sûrement la main-d'œuvre de valorisation qui était peu élevée, notamment dû au coût de prestations de l'entreprise à but d'emploi qui sont assez compétitifs. Et voilà, donc on est en réalité sur à peu près 2% du montant de travaux, mais on pense qu'en optimisant, on arrive plutôt auprès des 1%. Parce que l'idée, voilà, c'est de... Bon, là, c'est un peu technique, mais addition des coûts estimés matériau par matériau, c'est-à-dire que comment dire? Voilà, en fait, le coût du lot, voilà, il n'était pas intégré dans le coût de chaque matériau. Donc, si on le fait, on voit qu'on fait une économie de 16 000 €.
On pense qu'on peut drastiquement réduire les coûts logistiques, comme je vous disais, sans forcément avoir une installation de chantier à base de conteneurs, mais plutôt de faire appel à des services d'une entreprise extérieure. Voilà. Et d'autres montages peuvent exister, mais ce que je vous ai parlé là du lot réemploi, c'est le lot 1 qui a été choisi pour pouvoir expérimenter en fonction de l'écosystème d'acteurs présents sur votre territoire. Il y a d'autres façons de faire. On peut faire de manière très classique où on intègre le réemploi à chaque lot. On peut avoir une mission globale de la conception à la réalisation en faisant appel à une plateforme de matériaux qui aussi propose des prestations de services. Voilà, un opérateur global réemploi qui intervient sur bon de commande. Enfin, on peut imaginer plein de choses pour faire du réemploi. Et je me tais. J'ai trop parlé. Cette présentation. C'était vraiment très intéressant. On a quelques questions dans le chat et je sais pas. Ouais. On t'entend pas, Cécilia. Ah bon? Ça a coupé un petit peu, oui. Est-ce que là, c'est mieux? Oui. Effectivement, j'avais monté mon micro. Du coup, oui, je vais juste prendre une première question dans le chat, puis après, je vois qu'il y a une main qui se lève. Mais il y avait une question sur comment on fait concrètement pour laisser une capacité à adapter le projet selon les matériaux disponibles. Alors, concrètement, ce qui a été fait, c'est que dans le cahier des charges, je disais, le marché, il était complet en neuf. Et dans le cahier des charges, les architectes, ils avaient déjà identifié, ils avaient déjà fléché les matériaux qui pouvaient faire l'objet d'une variante en réemploi. Et ensuite, donc concrètement, c'est un échange. C'est-à-dire que le chantier démarre, on a signé le marché. Le chantier démarre. Donc nous, on va sur des chantiers de démolition. On a contacté les maîtres d'ouvrage. Ils nous ouvrent les chantiers. On fait un reportage photo. On fait venir les architectes s'il y a besoin. Et eux, ils travaillent leur dessin. Et on voit que, vous voyez, on était sur des équipements, donc là, des portes, des radiateurs, un peu d'isolant, du bois. Et même les fenêtres, finalement, on s'est aperçu que le dessin, il n'avait pas besoin de changer énormément. Enfin, en tout cas, c'était faisable parce qu'on n'allait pas bouleverser complètement le dessin. Donc, c'est des modifications à la marge. Là, par exemple, pour les fenêtres, ils ont dû… on avait une dimension de fenêtre et en fait, on venait mettre une fenêtre dans tout cet espace-là. Donc, en fait, ça a été de modifier la trame de la fenêtre, mais pas la taille de la fenêtre finale. Les radiateurs, ça a été plutôt une gymnastique sur les espaces disponibles en fonction des radiateurs qu'on trouvait. Là, c'était un peu plus fin comme travail, mais ça a été plutôt un travail de dispatch et il y a des endroits où on n'a pas pu trouver de solution à réemploi, donc le marché étant complet en neuf, ça a été fait en neuf. L'isolant complémentaire, par exemple, ça a été de dire on n'avait pas de valeur coupe-feu sur l'isolant, donc le choix, c'était de le mettre entre deux plaques coupe-feu. Donc, c'est des petits ajustements comme ça, mais qui sont faciles à gérer. Et donc, voilà, là, la capacité, en fait, c'était la capacité de l'équipe de maîtrise d'œuvre à gérer ce sujet-là. Donc, ça fait partie aussi de leur prestation. On savait que dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, on avait une personne à qui on pouvait poser toutes nos questions sur le réemploi. C'est avec elle qu'on travaille. D'accord, merci. On a une main levée, Émilie de Remise, qui peut ouvrir son micro et poser sa question. Super. Bonjour, merci pour cette présentation hyper complète. Moi, j'avais une petite question, en fait, c'était par rapport au planning, à savoir, en fait, quand est-ce que le lot 1 est défini et où le marché, en fait, est passé? Est-ce que, du coup, c'est en amont ou est-ce qu'il est passé en même temps que l'appel d'offres avec toutes les autres entreprises? Alors, il est passé en même temps. On Ouais. signe le marché, on répond au marché en même temps, on signe les marchés en même temps. En revanche, on démarre un tout petit peu avant les autres, sachant qu'on avait cette expérience de la cité de chantier, donc on avait, nous, déjà en tête les chantiers. On avait déjà identifié, en fait, quand on a fait notre réponse à l'appel d'offres, on a identifié déjà des gisements.
D'accord. Donc, en fait, on a déjà donné des indications de pistes, en fait, qu'on allait, si on gagnait le marché, qu'on allait pouvoir explorer. Ok. Et du coup, il y a une sorte de temps mort dans le planning, c'est-à-dire qui vous permet le sourcing de ces éléments-là? En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'on est, vous voyez, en termes de planning, on est sur l'équipement et du second œuvre. Donc, en fait, pendant toute cette phase de gros œuvres, puisqu'on est Ouais. sur un bâtiment qui est abandonné depuis 30 ans, qui est tout en béton, Mhm. il y a un gros travail de reprise de la structure béton et notamment des bétons armés. Et donc, pendant toute cette phase de gros œuvres, nous, on fait tout pour valider les matériaux, en fait. Ok, d'accord. Ouais, vous êtes en temps masqué, en fait. Oui, on est en temps masqué et le tampon, en fait, c'est notre espace de stockage. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en temps masqué, mais en même temps, des fois, on a des gisements où on se dit, bon, là, OK, c'est bien, on est vachement en avance, mais en fait, il faut qu'on le sécurise quand même. Donc, c'est délicat parce qu'il faut qu'on attende que le dossier soit bien validé par l'assureur pour pouvoir aller le chercher, parce que sinon, on va perdre notre temps si on va le chercher et qu'en fait, ils nous disent on n'en veut pas. Bah, du coup, on se retrouve avec un matériau sur les bras parce qu'on n'est pas dans une dynamique monter une plateforme, etc. Donc, dès qu'on a le feu vert de l'assurance, donc c'est ce qu'on essaie d'obtenir assez vite, là, on peut aller chercher et sécuriser. Donc, on préfère le sécuriser chez nous que d'aller le chercher au dernier moment sur le chantier. Parce que si on le laisse au dernier moment sur le chantier, on a vu, il peut être dégradé, il peut être volé. Voilà. Ouais. Et j'ai juste une autre question. Par exemple, vous disiez qu'effectivement, donc soit c'est des constructions, enfin, vous allez chercher les éléments sur des chantiers, mais vous parliez aussi des marketplaces possibles. Donc dans ces cas-là, par exemple, c'est le WIP qui achète les matériaux sur ces marketplaces et ensuite qui les vend aux entreprises. Ça aurait été le cas, ouais. Si on avait dû faire appel, oui. Mais nous, c'est vrai que c'était pas dans notre. Bon, déjà, il y avait beaucoup moins d'offres qu'actuellement. Ouais. Et en tout cas, dans notre périmètre de 30 km, il n'y avait pas d'offres. Donc, très vite, on a mis de côté les plateformes numériques. Et puis, on trouvait ça beaucoup plus intéressant, enrichissant de se confronter au chantier de démolition. Ouais. Et de voir aussi comment intégrer des clauses de dépôt soignées dans les marchés de déconstruction. Et si je peux abuser, j'ai juste une dernière question. Je me posais la question simplement de l'assurance du WIP. En fait, vous étiez aussi en assurance décennale en fait sur ce chantier? Non. 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 Nous, on avait une assurance qui couvrait le fait qu'on livre sur chantier, mais ou qu'on accède à d'autres chantiers. Ok. Et voilà, c'est vrai qu'on a répondu au marché de travaux, mais nous, en l'occurrence, on avait un rôle de fournisseur. Enfin, on n'allait pas, on n'a pas posé les matériaux. Donc, en fait, on n'a pas eu besoin de s'assurer sur cet aspect-là. On a assuré le fait d'aller faire des diagnostics et donner des avis sur les matériaux. Ouais. Mais c'est tout. Ok, super. Merci. Je laisse de la place aux autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je sais pas, vous nous aviez dit que vous deviez partir à 14h et je vois Ouais, qu'il est déjà 14h06. Du coup, je prends juste la dernière question qui est assez ouverte. C'est est-ce qu'il y a des visites de prévues cet été? Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont prévu de partir en vacances du côté de Caen, mais voilà, avec ça peut être plaisir. une Donc, occasion. faut que je mette à jour le calendrier sur notre site, mais on a une visite chaque dernier jeudi de chaque mois. Je ne sais plus comment on dit, mais on a une visite par mois et c'est le dernier jeudi de chaque mois. Ok, Et super. normalement, on doit pouvoir s'inscrire sur le site web, mais là, je crois qu'elle s'arrête à fin mars. Il faut que je les relance. Et dans tous les cas, si vous avez… Donc, il y a cette visite qui est régulière, auquel vous pouvez vous inscrire. Après, si vous voulez venir en groupe, on peut aussi organiser une visite dédiée pour votre groupe sur un autre créneau que ce créneau régulier. Voilà. Parfait. Et bien, je vous remercie encore une fois. C'est vraiment un retour d'expérience très inspirant. Donc, merci beaucoup à vous et merci à tous d'avoir participé.